Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace à Olivier et Dominique, nos compagnons d'écriture. À Grégoire, Claire et Adrien. À Ulysse, Victorine et Raphaël. À nos chères familles, pour la part d'inventivité et d'humour qui leur revient de droit. Préface de Nicole Maestracci. Le syndrome d'alcoolisation fœtale, SAF, est en France mal connu et donc mal repéré et mal pris en charge. C'est ce silence que les auteurs de cet ouvrage ont voulu contribuer à lever, en espérant rendre accessible à tous, et plus particulièrement à tous les professionnels de l'enfance et de l'adolescence, ce que l'on sait sur cette pathologie et sur les moyens de la prévenir et de la prendre en charge. Les histoires qui vont suivre sont des histoires de vie. L'identification souvent tardive d'un SAF ne suffit pas à en rendre compte. Elle parle aussi de la force du désir d'enfant, du parcours difficile des parents adoptants, mais aussi de tout parent qui sait qu'il ne fait pas exactement ce qu'il devrait faire mais qui le fait tout de même, faute d'accompagnement ou d'aide appropriée. Ces histoires parlent de culpabilité, de souffrance et d'échec, mais aussi de l'incroyable énergie mobilisée pour surmonter ces montagnes de difficultés. Il y a cependant dans ces histoires un point commun. Si ces familles avaient su suffisamment tôt que leur enfant souffrait d'un SAF, elles auraient sans doute été mieux à même d'aider celui-ci à grandir. Ce déficit de diagnostic prend évidemment une importance encore plus grande pour des familles adoptantes, qui savent peu de choses des parents biologiques de leur enfant. Pourquoi, malgré quelques progrès récents, ce syndrome est-il si mal connu, si mal prévenu et si mal diagnostiqué ? Les effets néfastes sur l'enfant à naître de la consommation d'alcool de la mère sont pourtant évoqués depuis très longtemps. Il en est déjà question dans la Bible où la mère de Samson est destinataire de ce qui ressemble à un message de prévention. Tu vas concevoir et porter un fils. Maintenant ne bois pas de vin ou de boisson forte. Chez les Grecs à Sparte, il était interdit aux époux de boire du vin au cours de la nuit nuptiale pour éviter les malformations chez l'enfant à venir. Plus proche de nous, en Angleterre, dès le début du XIXe siècle, puis un peu plus tard en France, plusieurs rapports mettent en évidence les problèmes de développement et notamment les malformations, retards mentaux, crises d'épilepsie dont souffrent les enfants des femmes alcooliques. Depuis longtemps donc, même si on n'en connaissait pas le mécanisme exact, un certain nombre de troubles affectant les enfants étaient attribués à la consommation d'alcool de leur mère pendant la grossesse. Il a fallu cependant attendre 1968 pour qu'un médecin nantais, Lemoine, décrive l'ensemble des symptômes affectant ces enfants et les regroupe sous le nom de syndrome d'alcoolisation fœtale, SAF. Dans une indifférence d'ailleurs quasi générale, puisque ce n'est qu'en 1973, à la suite de la publication des travaux d'une équipe américaine dans la revue Lancet que la communauté scientifique a commencé à s'y intéresser sérieusement. Depuis, de nombreux travaux ont été publiés, des études épidémiologiques, des cas cliniques, des études longitudinales d'enfants qui permettent de mieux connaître l'ampleur du phénomène, du moins dans les pays développés. Les différentes études disponibles mettent en évidence une incidence du SAF qui varie selon les pays, et selon qu'on retient ou non seulement les formes de SAF les plus sévères. Mais il en résulte une prévalence tout à fait importante à ce jour. Certes, il convient de considérer les chiffres avec prudence car il faut tenir compte de la complexité du diagnostic et de la sous-déclaration de la consommation d'alcool dans les enquêtes épidémiologiques. Mais s'il existe une marge d'erreur, elle va plutôt dans le sens de la sous-estimation. Les conséquences d'une consommation excessive d'alcool pendant la grossesse sont aujourd'hui bien établies puisqu'au-delà de 4 verres par jour, on estime que près d'un tiers des naissances seraient affectées. Ces seuls chiffres devraient suffire à convaincre de l'ampleur du phénomène, même si les résultats sont plus incertains s'agissant de consommation modérée ou de consommation excessive occasionnelle. Quoi qu'il en soit, dès lors que les études disponibles ne permettent pas d'établir un seuil de consommation minimum en dessous duquel la sécurité du fœtus serait assurée, il existe un consensus pour dire que toute consommation d'alcool pendant la grossesse doit être considérée comme dangereuse. C'est ce qui a conduit les autorités de santé publique à recommander l'abstinence. Les conséquences se mesurent en effet en souffrance individuelle pour chacun des enfants et parents concernés, mais aussi en coût économique et social pour toute la collectivité. Face à cette situation, les réponses publiques sont encore modestes.
Elle se heurte à plusieurs obstacles et notamment à la difficulté de mettre en place, s'agissant de la consommation d'alcool, une politique de santé publique à la hauteur des enjeux. Les différentes évaluations de la loi E20 de 1991 ont en effet montré qu'au fil d'amendements successifs, provenant de tous les bancs de l'Assemblée nationale et du Sénat, et notamment mais pas seulement, des parlementaires originaires des régions vitivinicoles, les mesures de lutte contre la consommation excessive d'alcool avaient été peu à peu affaiblies et vidées d'une partie de leur substance. À titre d'exemple, au cours des débats parlementaires concernant la loi sur l'avenir de l'agriculture, la Commission des affaires économiques du Sénat a adopté en février 2014, à l'unanimité, un amendement reconnaissant que le vin, produit de la vigne, et les terroirs viticoles font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France. Au-delà du caractère apparemment anodin et difficilement contestable de l'amendement, c'est l'explication du rapporteur qui est intéressante. Grâce à cet amendement, dit-il, nous engageons un réel processus pour la protection du vin et sa réhabilitation face aux attaques dont il est l'objet et aux amalgames avec les autres boissons alcooliques. C'est en effet une bataille d'image qui oppose les responsables et militants de la santé publique d'un côté, et la filière vitivinicole et l'industrie alcoolière de l'autre. Une bataille d'image nécessairement déséquilibrée, peut-être inévitable, mais qui a le grave inconvénient d'envoyer à la population des messages contradictoires. Comme si les exigences de santé publique et les intérêts économiques étaient définitivement inconciliables. On voit donc que même si les données scientifiques sont aujourd'hui indiscutables, elles ne sont pas suffisamment partagées pour permettre de fonder des politiques d'information, de prévention et de soins installées dans la durée. Faire évoluer cette situation nécessite un volontarisme politique qui a souvent fait défaut, ou du moins s'est révélé inconstant. Les premières campagnes d'information sur la consommation excessive d'alcool datent des années 1950. Celles-ci s'adressaient indifféremment aux hommes et aux femmes. En 1958, une des rares affiches destinées aux femmes enceintes montre l'une d'entre elles tricotant dans un fauteuil avec ce commentaire : « Future maman, attention. L'alcool, sous quelque forme que ce soit, est un poison pour l'enfant que vous attendez. » Depuis, la loi Veil en 1976 et surtout la loi E20 en 1991 ont contribué à faire évoluer les mentalités. Le niveau d'information a progressé. Il résulte d'un sondage commandé par l'INP que 82% des personnes interrogées savent qu'il ne faut pas boire d'alcool pendant la grossesse. Mais pour la majorité des femmes enceintes interrogées, boire occasionnellement ou à faible dose n'est pas boire. Et la même étude montre que seulement un Français sur 5 déclare spontanément qu'il n'existe pas de consommation sans risque pour le bébé. Mais tous les spécialistes de la prévention le savent, il ne suffit pas d'être bien informé pour modifier son comportement. Une enquête effectuée en 2010 dans plusieurs maternités montre que près d'un quart des femmes enceintes ont continué à boire de l'alcool plus ou moins régulièrement pendant leur grossesse. Comment en sortir ? D'abord, on ne peut isoler la politique de prévention à l'égard des femmes enceintes de la politique générale de lutte contre la consommation excessive d'alcool. C'est en élevant le niveau de conscience et d'information collective de l'ensemble de la population qu'on protège aussi les femmes enceintes et leurs bébés. En second lieu, et ce sera le plus difficile, il faudra trouver les moyens d'éviter les messages contradictoires ou contraires à la rigueur scientifique sur les effets des boissons alcoolisées sur la santé. Les préoccupations de santé publique doivent primer, mais elles ne sont pas nécessairement inconciliables avec le développement économique d'une région ou d'une filière. Ensuite, il faut former les professionnels pour qu'ils sachent, enfin, parler avec leurs patients de la consommation d'alcool. Même si on peut avoir l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, il est d'autant plus important d'insister sur ce point qu'en matière d'addiction, le silence est la plupart du temps la règle, dans les cabinets médicaux non spécialisés. Enfin, les histoires racontées dans ce livre montrent qu'il est urgent d'apprendre aux professionnels de l'enfance à poser le diagnostic de SAF en temps utile. Il existe à l'évidence une grande marge de progression, et il n'y a aucune raison pour que notre pays ne réussisse pas aussi bien que les pays qui se sont avant nous donné les moyens de repérer et de prendre en charge plus précocement les enfants concernés.
Cet ouvrage devrait contribuer à faire prendre conscience de la gravité d'un problème dont on sait aujourd'hui qu'il est en grande partie évitable. Nicole Maestracci. Magistrat, ancienne présidente de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, 1998 à 2002. Introduction. Histoire de père, de mère et d'enfant. Ce livre présente 4 témoignages de parents, de couples ou de membres de famille qui racontent ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore actuellement. Des parents, à l'origine empreints du désir bien légitime d'avoir un enfant, de l'inscrire dans leur histoire, leur filiation et de lui donner une famille, un nom et des racines. Des parents ordinaires en somme, brutalement confrontés à une situation extraordinaire, sans l'avoir voulu et sans y avoir été le moins du monde préparé. Et pourtant si désireux de bien faire. Tout enfant est imprévu lorsqu'il se présente au monde, imprévu à la naissance, imprévisible plus tard. C'est d'ailleurs le propre de l'être humain de se distinguer de façon aussi marquée, parfois même dès la toute petite enfance, de celui que l'on appelle pourtant son semblable. Face à une situation hors norme, tempétueuse, tout parent n'est pas immédiatement fin prêt pour l'affronter. Ces familles ont ainsi dû puiser dans leurs ressources intérieures, personnelles, tout en demandant de l'aide, pour parvenir à comprendre la nature de l'étau qui se resserrait soudain sur elles. Elles ont dû batailler et faire preuve, jour après jour, d'inventivité. Elles vous racontent leur histoire, une histoire d'endurance hors du commun. Les 4 familles qui vous parlent ont décidé de témoigner dans l'intérêt d'autres parents qui ne peuvent pas ou ne veulent pas le faire parce qu'ils se sentent responsables de l'état de leur enfant, ayant eux-mêmes consommé de l'alcool, tout particulièrement les mères de naissance, pendant leur grossesse. Ce ne fut pourtant parfois chez elles que quelques semaines d'égarement ou de naufrage, mais elles disent le payer cher et le regard qu'elles posent sur leur enfant le leur rappelle chaque jour. Ce sont donc 4 histoires authentiques qui vous sont racontées. Dans les 3 premières, le désir d'enfant de parents adoptants rejoint tout naturellement les besoins affectifs d'enfants en recherche de famille. Ces récits démontrent néanmoins que dans un certain nombre de pays d'origine, et parfois même en France, l'adoption présente des risques très spécifiques à ne pas méconnaître. La 4e histoire raconte la trajectoire de vie d'une femme porteuse de ces troubles singuliers, et tente de décrire le cours habituel de son existence. Le lecteur qui souhaitera poursuivre, trouvera au dernier chapitre des informations approfondies et récentes sur le syndrome d'alcoolisation fœtale, et plus largement les troubles liés chez l'enfant à une consommation d'alcool par sa mère durant la gestation. Petite récréation. Quel est le seul mot commun à toutes les langues du monde? Existe-t-il seulement un mot commun à tous les peuples? Un mot créé sans concertation, et retrouvé au-delà des cultures et des civilisations? Ce mot se prononce parfois un peu différemment selon les accents et phonèmes en usage dans le pays, mais il existe bel et bien et on le retrouve invariablement d'une contrée à l'autre. Avec surprise parfois quand une femme chinoise, malgache ou mongole se désigne du doigt en cherchant à vous faire comprendre qu'elle aussi est une mama. Car c'est bien de ce mot qu'il s'agit, prononcé tantôt mum, mam ou moma, mais qui reste le même et atteste des premières syllabes prononcées par le petit enfant vers l'âge de 8 à 10 mois, en breton, quechua, bambara et même autrefois en latin. Souvenez-vous de Télémaque qui dans l'Odyssée d'Homère appelait avec tendresse « Mamaphile », « Maman chérie », sa mère Pénélope. Ce petit enfant, c'est lui qui l'a créé ce mot et le recrée avec constance au fil du temps, pour s'adresser à sa mère, à son rythme et quel que soit son lieu de vie, l'inscrivant dans le même temps dans sa langue et l'usage. Et ceci, quel que soit l'alphabet utilisé par la langue, russe, grecque ou japonaise, quasiment toutes les musiques et cultures du monde ont adopté ce son originel devenu un mot commun. Surprenant que cette belle unanimité des bébés ne se retrouve pas de la même façon, car ils en ont décidé autrement, pour le mot papa, qui diffère davantage d'une langue à l'autre. Chapitre I. L'obstination du silence. Dans une période déjà ancienne, des parents livrés à l'errance malgré leur recherche d'aide. Nous exerçons la liberté d'aimer qui nous voulons, comme nous le voulons et le temps qu'il nous plaît. Nulle autorité extérieure ne nous dicte nos comportements. Le cœur est notre seul guide. Alain Finkielkraut. Et si l'amour durait? Laure fêtera bientôt ses 38 ans. En pensant à son anniversaire,
Je m'aperçois qu'elle ne m'a jamais offert un seul cadeau ou même une carte, mais maintenant je comprends mieux pourquoi. Mais par où commencer mon histoire ? À l'époque de notre mariage, après avoir suivi le conservatoire et obtenu mon diplôme d'études musicales, j'exerçais depuis près de 6 ans comme professeur de violoncelle chez moi ou lorsque mes élèves pouvaient difficilement se déplacer à leur domicile. Cet instrument, connu et apprécié pour sa tessiture profonde et chaleureuse proche de la voix humaine, a toujours été pour moi un enchantement. Il implique de mobiliser à la fois son imagination et beaucoup d'exigences. J'avais grand plaisir à faire découvrir la musique à des élèves de tous âges, en les initiant à la formation de l'oreille et de l'écoute et pour la majorité d'entre eux, en ayant recours à une méthode de solfège intégrée, alternant technique et interprétation, conciliant autant que possible rigueur et jeu. Passionné de musique de chambre, j'animais aussi le samedi des ateliers de groupe sur différents thèmes. Danse baroque, tango, mélodie et brachiana de Villa-Lobos pour ensemble de violoncelle, initiation au répertoire séfarade, car je disposais de temps libre et aimais communiquer la passion de mon instrument. Presque un ami, un confident plus tard dans nos périodes sombres, il me permettra d'oublier un temps conflit et épreuve et me ramènera un peu de sérénité, dès lors que je parviendrai à l'approcher et à lui consacrer les 2 à 3 heures indispensables chaque jour. Un énorme désir de devenir mère. Mon histoire commence au moment où j'ai ressenti en moi un énorme désir de devenir mère. Nous étions mariés depuis 4-5 ans, et nous nous étions résolus à aller consulter après une bonne année de tentatives infructueuses. Mais malgré les tests et traitements administrés pour déclencher une grossesse, mes règles arrivaient régulièrement, chaque mois, comme un cauchemar. À cette époque, vers la fin des années 70, l'infertilité et la stérilité étaient encore des sujets relativement tabous. Les gynécologues évoquaient rarement une origine masculine à la stérilité d'un couple, et les hommes subissaient très peu d'examens. J'ai dû me soumettre à de multiples tests parfois sous anesthésie générale, avant qu'un gynécologue daigne prescrire à mon mari un spermogramme. Les résultats de ce spermogramme n'étaient ni bons ni mauvais. Ils n'étaient pas assez bons pour que je tombe enceinte, mais pas assez mauvais pour que nous puissions avoir recours à l'insémination artificielle. Un jour, je rendis visite à une amie qui revenait de la maternité, où elle avait accouché d'une petite fille. Elle était penchée sur son bébé, qui se fondait complètement dans sa maman. Elles étaient en osmose. Une autre amie est arrivée. Elle aussi venait de devenir maman et commença à raconter les douleurs de son accouchement. Elle ne parlait que de leur bébé. Moi, je restais un peu à l'écart, planté là, comme un bout de bois qui menace de tomber en poussière. De retour à la maison, j'ai attrapé l'annuaire téléphonique et j'ai cherché les numéros de tous les organismes d'adoption. Pendant des jours et des semaines, je les ai contactés les uns après les autres en exposant notre situation, j'y ai passé mes journées. Mais ils ne me laissaient pas beaucoup d'espoir et leurs réponses restaient le plus souvent évasives, ne faisant aucune promesse. Je parvins tout de même à décrocher des entretiens avec les responsables de ces associations de parents adoptifs. Nous nous y rendions méthodiquement avec mon mari. Mais lui, je suppose comme beaucoup d'hommes, n'avait pas un aussi grand désir de paternité. C'est seulement des années plus tard, quand notre fille biologique Clara est née, que cet instinct paternel a réellement émergé tandis que pour moi, l'existence de ma fille s'est révélée une évidence dès sa conception. Les entretiens se succédaient. Mais les réponses étaient désespérément toutes négatives. Les responsables d'associations ne semblaient pas bien sûrs du nombre d'enfants proposés à l'adoption. Vous savez maintenant, depuis la légalisation de l'avortement par la loi Veil de 1975, il y a moins d'enfants à adopter. Mais vous remplissez les conditions. Vous êtes jeune et vous êtes marié depuis plusieurs années. Les mois passaient. Nous étions toujours épisodiquement appelés et reçus pour des entretiens. Ceci n'était pas facile à organiser en raison à cette période des nombreux déplacements à l'étranger que devait effectuer mon mari pour son travail. Les démarches d'adoption. Nous avons décidé de nous tourner vers le service d'aide sociale à l'enfance de notre département. Une assistante sociale nous fut assignée pour mener à notre domicile l'enquête qui permet d'obtenir l'agrément, le fameux sésame pour l'adoption. Avant sa visite, j'ai récuré tout l'appartement.
Comme je souhaitais me présenter sous mon meilleur jour, je suis allée chez le coiffeur et je me suis acheté de nouveaux vêtements. J'ai aussi fait le ménage dans ma tête, et j'ai enfoui toutes les petites choses bizarres qui pouvaient s'y trouver. L'assistante sociale était jeune avec des conceptions très modernes du couple et de la femme. Elle nous a expliqué qu'il y avait peu d'espoir de nous voir attribuer un bébé, mais elle nous a demandé si nous accepterions un enfant plus âgé et ou métis, ce à quoi nous avons répondu en chœur, oui, bien sûr. Nous avons fourni à l'aide sociale à l'enfance des rapports médicaux et des rapports psychiatriques détaillés, concernant notre couple et nous concernant chacun personnellement. Cet aspect froid de la procédure était bien sûr incontournable, dans l'intérêt de l'enfant que nous souhaitions accueillir, mais nous paraissait si administratif et impersonnel. Une lettre arriva un jeudi, 1 an après l'obtention de notre agrément. Cette lettre précisait : « Nous avons une petite fille qui pourrait vous intéresser, nous vous proposons un entretien lundi prochain. » Cette lettre n'était accompagnée d'aucune photo de l'enfant. Ça a été le plus long week-end de ma vie, d'autant plus que mon mari était de nouveau en déplacement professionnel à l'étranger. Je me rendis à l'entretien dans les locaux de l'aide sociale à l'enfance. Madame Martin me reçut, je ne l'avais jamais rencontrée auparavant. Elle sembla surprise lorsqu'elle me vit. Pourquoi ? Étais-je trop jeune ? Ou autre chose ? Le bureau était décoré de photos de parents heureux avec leur nouveau bébé. Tous les enfants étaient blancs. Dehors dans le couloir, une femme de ménage balayait doucement et méthodiquement. Le bruit de son balai comblait les silences de notre conversation. Je répondais aux questions de Madame Martin. Elle décida alors de me montrer une photo de ma fille, Laure, une petite fille métisse. Laure avait un visage très triste voire tragique. Ses 2 bras potelés s'accrochaient à son ours en peluche, comme si sa vie en dépendait. Ses cheveux étaient noirs et crépus. Son front était étroit, ses cheveux lui tombaient dans les yeux et son regard était hagard. Madame Martin me donna quelques détails de son histoire, mais il m'a paru qu'à cette époque, les services sociaux avaient une conception des choses bien différente de celle que l'on retrouve actuellement. Ils avaient un autre regard sur les parents, auprès desquels on filtrait les informations à divulguer. Laure a été reconnue par sa mère qui l'a confiée à une assistante maternelle peu de temps après sa naissance. L'assistante maternelle était chargée de garder Laure jour et nuit moyennant finance. Après quelques mois, l'assistante maternelle n'ayant plus de nouvelles de la mère de Laure et n'ayant pas été payée, confia le bébé à l'aide sociale à l'enfance de son conseil général, ancienne assistance publique. Laure vécut alors quelques mois en pouponnière, puis elle fut confiée à une famille d'accueil résidant dans la région Picardie. À 2 ans et 1 mois, elle avait déjà expérimenté plusieurs lieux de vie. Madame Martin me précisa que, bien entendu, Laure avait été examinée par des pédopsychiatres récemment et qu'ils avaient noté de petits problèmes. De petits problèmes, insista Madame Martin. De quel ordre ? Demandai-je. Oh, elle a peur des lavabos. Elle a peur de l'eau et elle est anorexique, m'expliqua-t-elle vaguement. Vous voyez, sa famille s'est vue confier une autre enfant, un très petit bébé, âgé de 3 mois. Comme Laure est jalouse, elle refuse de manger, enfin elle ne mange que du sucre. Et elle ne parle pas encore, dit Madame Martin. Puis, lorsqu'elle vit mon visage s'assombrir, elle ajouta pour me rassurer. Mais toutes ces petites choses sont sans importance. Dans 6 mois, vous n'y penserez plus. En êtes-vous sûr ? J'en suis persuadée. J'ai absolument besoin d'éléments concernant la vie de sa mère de naissance. Avez-vous des informations concernant sa mère ? Parce que l'on m'a toujours dit que les parents adoptifs devaient raconter son histoire à leur enfant le plus tôt possible. J'ai donc besoin d'éléments concernant la vie de sa mère, insistai-je. Non, absolument rien, me dit Madame Martin. Même pas la couleur de peau de sa mère ? Dis-je. Même pas, me répondit-elle. Serrant la photo de Laure dans mes bras, je m'apprêtais à partir quand Madame Martin me rappela. Son visage était soudainement devenu étrange, comme si elle avait quelques regrets. Mais quels regrets ? Il y a une autre petite fille à adopter, dit-elle doucement. Elle est âgée de 10 mois. Elle vit dans une pouponnière à Paris. Elle est moins marquée. Êtes-vous intéressé ? Et elle me tendit une photo en couleur prise de loin d'une petite fille assise dans une poussette.
J'hésitai un instant, mais le visage tragique de Laure restait gravé en moi. Durant toute la semaine, j'avais vécu avec l'image de cette petite fille de 2 ans, elle faisait déjà partie de moi, elle m'avait fait rêver. Maintenant, comment pouvais-je décider de l'échanger comme un produit de supermarché? Puis-je voir les 2 enfants, demandai-je. Non, ça n'est pas possible, rétorqua Madame Martin. Je gardais précieusement avec moi la photo de Laure. Pierre, mon mari, rentra à la maison et je lui racontai l'entretien et la proposition d'enfant qui nous était faite. De nombreux jours s'écoulèrent avant que nous puissions rencontrer Laure. Nous avons préparé la chambre et acheté un petit lit. Mes parents se préparèrent à venir passer quelques semaines auprès nous. Par une étrange coïncidence, la ville où résidait la famille d'accueil de Laure était la ville de naissance de mon mari. Et n'était qu'à une centaine de kilomètres de celle où nous résidions alors. En conséquence, nous pouvions nous y rendre durant le week-end et nous y installer pour nous rapprocher du lieu de ce rendez-vous si important pour nous. Des parents potentiels plutôt que de vrais parents. Le lundi matin à 9 h, nous avons été reçus par un employé des services de l'aide sociale à l'enfance. Une immense photo d'une petite fille noire, vêtue d'un uniforme, dominait le mur. Il s'agit d'une de nos enfants adoptée grâce à notre service, elle va très bien, elle est maintenant à l'université. Elle voulait absolument aller en internat, c'est assez fréquent, dit l'employé. Il remarqua les cadeaux que je portais sur mes genoux. Un koala en peluche mais aussi un paquet de bonbons que Madame Martin m'avait conseillé d'apporter pour les autres enfants. Ils sont tous les mêmes, tous les parents sont les mêmes, dit-il en riant. Nerveux, impatient. Ne pouvant pas venir sans leurs petits cadeaux. Je me sentis très embarrassée et bête. Notre démarche était régulièrement l'objet de petites remarques. Nous n'étions pas considérés comme de vrais parents, mais comme des parents à l'essai. Mais nous n'en étions pas à cela près d'injonctions contradictoires reçues, et les enfants eux, au moins, étaient bien réels et je me consolais en pensant que dans moins d'une demi-heure, nous serions avec elle. La rencontre. Mon mari conduisait ce jour-là car j'en étais bien incapable, trop perturbé par cette future rencontre. L'adresse en main, nous roulions vers la maison de la famille d'accueil. Celle-ci se trouvait, au milieu des champs, dans un lotissement neuf de maisons toutes identiques à l'extrémité desquelles était implanté un centre commercial flambant neuf. Nous avons trouvé avec un peu de difficulté la maison des parents d'accueil de notre petite fille. Une voiture de luxe en bloquait l'accès. Nous nous sommes garés derrière, et nous sommes dirigés vers la maison avant de sonner. Madame Deschamps, la mère d'accueil, nous a ouvert la porte. Elle était petite, trapue, bien en chair suite vraisemblablement à ses multiples grossesses et très nerveuse. Elle nous conduisit immédiatement au seuil d'un petit vestibule. Sur notre gauche, 2 jeunes femmes étaient assises sur un canapé et des enfants discutaient discrètement aux 4 coins de la pièce. Une petite fille, qui commençait à faire ses premiers pas, titubait dans la pièce sur ses jambes encore frêles. Elle portait une petite robe, semblait avoir des cheveux doux et sa peau était marron clair. Madame Deschamps la regarda et à notre grande stupéfaction lui dit « Laure, voici ta nouvelle maman, elle est venue te chercher. » La petite fille, terrifiée, se mit à hurler. « Oh, elle s'arrêtera bien assez vite, » dit Madame Deschamps. « Elle est juste effrayée par les étrangers. Venez par ici et installez-vous sur le canapé. » Nous nous sommes présentés aux 2 autres femmes. La première était l'assistante sociale qui suivait Madame Deschamps et les 3 enfants placés chez elle. La seconde était une stagiaire qui observait. Tels des patients dans la salle d'attente d'un hôpital, nous étions effectivement observés par ces professionnels qui nous souriaient comme pour nous encourager. Nous nous sommes assis un peu nerveusement. Nous avons échangé quelques mots, jusqu'au moment où les cris perçants de Laure nous ont interrompus. Laure nous dévisageait mais quand ses yeux se posaient sur mon mari, qui avait une barbe à l'époque, ses cris redoublaient de violence. « Elle n'aime pas les hommes », précisa Madame Deschamps. « Particulièrement ceux qui portent une barbe. Elle a peur des hommes », répéta-t-elle. Mon mari alla se cacher dans un coin du salon. Nous attendions que Laure se calme et je m'assis par terre afin d'être au même niveau qu'elle. Je tentais de l'aider. Discrètement, elle caressait sa lèvre supérieure avec ses dents. Cette sensation semblait lui apporter un calme intérieur. Je fis pour tenter de la détendre, une terrible grimace et elle sourit.
Mon mari était toujours caché discrètement, à l'autre bout du salon. Peu de temps après, Laure s'assit sur mes genoux mais elle ne tenait pas en place. Quand elle me sourit, je m'aperçus que ses dents du bas passaient devant celles de sa mâchoire supérieure. J'attirai l'attention de Madame Deschamps sur cette dentition tout à fait particulière. Madame Deschamps renifla, et répondit qu'elle n'avait jamais noté cette particularité. Je donnai alors son koala. Elle le serra fortement. C'était son premier cadeau bien à elle. Elle a tant partagé, souffla Madame Deschamps. Je ne reçois pas d'argent de l'aide sociale à l'enfance pour l'achat de cadeaux aux enfants alors, ils partagent, dit-elle. Madame Deschamps renifla encore quand je lui parlais du petit ours que Laure serrait dans ses bras, sur la photo que l'on m'avait transmise lors de la proposition d'adoption. Oh ça, dit Madame Deschamps, il a été prêté par le photographe. Au fond du salon, Madame Deschamps distribua aux autres enfants les bonbons que j'avais apportés. Laure était hypnotisée par la scène. Elle s'assit sur mes genoux et tendit la main pour avoir son bonbon. Le koala tomba à terre. L'ensemble de cette scène, de cette première rencontre, m'a profondément marqué au point que je m'en souviens encore des années après, dans ses moindres détails. J'ai passé 3 jours dans la famille de Madame Deschamps. Comme mon mari avait dû repartir pour son travail le soir même, nous n'avions pas eu l'opportunité de discuter de ce que nous venions de vivre. Ces 3 jours passés chez Madame Deschamps furent très difficiles, car elle ne manquait jamais une occasion de me faire des remarques peu amènes sur les femmes qui n'ont pas d'enfants biologiques. Elle me considérait comme une totale novice, une piètre éducatrice en devenir. Elle de son côté avait une grande famille, 7 enfants, sans compter les 3 enfants qu'elle accueillait. Son fils aîné travaillait dans l'entreprise familiale de son père. Sa fille aînée était déjà mariée tandis que sa seconde fille, âgée d'environ 17 ans, vendait des fruits et légumes au supermarché local. Grande et douce, la seconde fille adorait Laure. Le reste de la famille consacrait tout son temps à l'autre petite fille blanche, celle qui était arrivée juste 3 mois après Laure. Cette petite fille était magnifique, elle avait de grands yeux bleus ouverts sur le monde. Âgée de 12 mois, elle marchait et avait un vocabulaire exceptionnel pour un bébé de cet âge. Madame Deschamps aurait souhaité l'adopter, mais cela avait été refusé à son grand désespoir car elle commençait à être trop âgée. Le soir, les enfants étaient tous couchés à 20h et ce, en dépit d'une chaleur accablante pour un mois de juillet. La même routine fut respectée les 2 soirs suivants. Nous partagions une chambre Laure et moi. Mon lit était peu inconfortable, dur, étroit et très haut. Je ne pouvais pas dormir, et je regardais Laure par intermittence. Elle aussi resta réveillée longtemps, mais elle était calme. Je lui avais donné mon foulard en soie. Elle semblait apprécier sa douceur, et l'avait serré contre sa joue pendant un long moment. Alors que je l'observais cette première nuit, je me sentis soudain très distante par rapport à cette petite fille qui allait devenir la mienne, comme si un mur de verre nous séparait, maintenant que nous étions seuls et qu'il n'y avait plus de public pour nous observer. Nous n'avions jamais été seuls, sauf pendant quelques minutes dans l'après-midi, lorsque nous avions fait une promenade en forêt, les assistantes sociales, mon mari, Laure et moi. Laure ne pleurait plus maintenant. Chaque fois qu'elle apercevait ce père encore inconnu, elle se contentait de l'ignorer. Pendant la promenade, nous avons entendu les cris stridents d'un oiseau, puis nous l'avons entendu à nouveau. Laure écoutait attentivement, et riait de plaisir. Nous avons joué à nous faire coucou. Elle a adoré. Pendant ce temps, mon mari marchait devant et discutait avec les assistantes sociales. Le temps d'un instant, Laure et moi avons fait une petite pause. Je me suis penchée vers elle et lui ai demandé : « Laure, voudrais-tu venir avec nous, vivre avec nous et devenir notre petite fille ?» Laure a fait signe que oui de la tête, et sa petite main est venue se loger dans la mienne. À 5h du matin, tout le monde était levé. Madame Deschamps arracha un peu brutalement Laure à son sommeil. Effrayée, celle-ci se mit à hurler. Madame Deschamps me demanda de la suivre dans la salle de bain, pour apprendre. Je restai abasourdie lorsque Madame Deschamps déshabilla Laure en un tour de main, lui arracha sa couche souillée et la plongea sans douceur dans une bassine placée dans la baignoire. La bassine semblait placée dans le fond d'une mine, car la baignoire était presque entièrement recouverte pour faire office de table à langer. La petite fut rhabillée de manière tout aussi expéditive. Elle n'avait cessé de hurler pendant toute l'opération,
et continua de pleurer plus d'1 heure après le bain. Sans doute s'agissait-il d'une autre époque, sans doute cette mère de famille nombreuse n'avait pas trop le temps de s'attendrir sur chaque enfant, mais l'on ne pouvait que constater de sa part une absence de relation affective de qualité envers cette petite fille pourtant déjà éprouvée par son abandon. Le moins que l'on puisse dire est que Madame Deschamps ne simulait même pas une tendresse feinte pour Laure en ma présence. Le petit déjeuner se passa selon la même routine que les autres repas. Toute la nourriture de Laure, même à déjeuner la viande coupée en morceaux, était recouverte d'une épaisse couche de sucre blanc. Chaque enfant était nourri à la petite cuillère par un adulte. Madame Deschamps se disait très à cheval sur la propreté. Dès l'âge de 6 mois, vous m'entendez, 6 mois pas 1 an, je mets les enfants sur le pot. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à être propre. Et les laisser se nourrir tout seuls ferait trop de saleté. Je ne pourrais jamais supporter ça. Un vendredi 13 juillet, rétrospectivement cette date était plutôt de mauvais augure, nous avons emmené définitivement Laure dans notre maison de campagne. Elle n'a pas pleuré, et pas une fois n'a réclamé sa famille d'accueil. J'étais assise à l'arrière de la voiture, je la tenais sur mes genoux et je me sentais toute drôle. Mon mari conduisait, et je m'aperçus que des larmes coulaient sur ses joues. Malgré notre volonté de bien faire, nous n'avions reçu aucun accompagnement. Rétrospectivement, je me rends compte que nous nous sommes sentis dans un premier temps soumis à une procédure à la fois froide et aléatoire, et par la suite totalement livrés à nous-mêmes. Nous avions emmené notre petite fille dans les habits qu'elle portait ce jour-là. Je les ai toujours, ils font partie de son histoire. J'ai aussi gardé à son intention ses petites chaussures en plastique, de taille trop petite pour elle. Aujourd'hui encore, elle tente de recroqueviller ses orteils comme si elle voulait s'introduire dans ses chaussures minuscules. Bien que nous nous soyons endettés de manière assez inconsidérée pour acheter en urgence un plus grand appartement et accueillir confortablement notre petite fille, nous ne pouvions pas encore y emménager, et notre appartement d'alors était si petit et si bruyant que Laure n'arrivait pas à dormir. Il semblait donc logique que je m'installe avec elle dans notre maison de campagne en attendant, même si cela voulait dire que j'allais me retrouver seule avec elle, après les premières visites de nos familles. Quand Madame Deschamps cessa enfin de m'appeler presque chaque jour au téléphone pour me rappeler de mettre Laure sur le pot, les choses rentrèrent dans l'ordre. Mes beaux-parents arrivèrent avec des cadeaux, et mes parents avec des valises pleines de vêtements. Après leur arrivée, Laure avait crié pendant des heures de manière déconcertante bien qu'elle ait été couverte de jouets et de vêtements. Ils restèrent 2 semaines dans la région près de nous. Laure semblait observer en silence tout ce qui l'entourait. Bien que sa famille d'accueil ne semblât pas lui manquer, elle regrettait en revanche l'animation de la maison et le chahut des enfants. Je m'en aperçus quand nous avons tous eu la grippe, car une voisine proposa gentiment de la prendre chez elle. Laure s'y sentit tellement bien que j'eus mauvaise conscience après quelques jours à la ramener chez nous. La maison de la voisine, pleine de monde, ressemblait à celle des Deschamps et ma fille semblait s'y sentir davantage chez elle que dans notre ferme reconvertie. À part cela, elle hurlait moins maintenant, seulement le matin au réveil ou après la sieste ou encore quand un inconnu s'introduisait chez nous. La vie au quotidien en l'absence de diagnostic. Et puis soudain, elle est passée d'un seul coup, du stade d'une enfant adorable que l'on pouvait emmener partout avec soi, à celui de petites tornades dévastatrices. Tout a commencé chez notre notaire, alors que nous signions les derniers papiers pour l'achat de notre nouvel appartement. Elle était assise tranquillement à côté de nous, quand soudain elle s'est mise à escalader le bureau du notaire et à disperser tous ses papiers partout. Notre notaire de village rondouillard a fort heureusement ce jour-là pris les choses avec son flegme habituel. C'est l'âge, nous disait-on. C'était auparavant une petite fille assez silencieuse, mais soudain ses cordes vocales se sont elles aussi mises à fonctionner non-stop comme ses petites jambes. Elle imitait à la perfection la sonnerie des sirènes et des ambulances. Quand elle n'était pas occupée à ces imitations, elle inventait toutes sortes d'autres bruits en tournant comme une toupie. Elle n'avait toujours que 3 mots à son vocabulaire. Miam miam pour dire qu'elle avait faim, maman prononcée dès son arrivée et spontanément à mon intention, et dodo quand elle avait sommeil. Elle avait du mal à apprendre d'autres mots, même si 2 semaines plus tard,
elle connaissait aussi le mot chaussure et l'utilisait pour réclamer une sortie. Ses mains tremblaient tant elle était nerveuse et les jouets fragiles ne faisaient pas long feu. Je ne pouvais retenir son attention plus de quelques secondes. Je pensais à l'époque que c'était dû à mon manque d'expérience. Ce n'était peut-être pas non plus une bonne idée que nous soyons seuls toutes les deux pendant ces longs mois d'été. En clair, j'étais plongée sans filet dans mon rôle de mère avec une petite sauvage de 2 ans. Je me sentais totalement impuissante et ne savais comment m'en sortir. Les repas étaient une véritable torture. Le pédiatre m'avait intimé l'ordre de cesser de rajouter du sucre dans la nourriture de Laure. Rétrospectivement, c'était une belle erreur. La peau de Laure était sèche et desquamée par plaques. Elle perdait aussi ses cheveux par endroits, ce qui expliquait les petites taches que j'avais remarquées le premier jour. Mais sans sucre, toute forme de nourriture, quelle qu'elle soit, était pour elle un véritable objet de dégoût. Stupidement, comme une idiote, j'insistais. Notre pédiatre, le généraliste, les amis, tous disaient qu'elle devait manger, et qu'elle devait manger équilibré, ou les conséquences seraient terribles. Avec le recul, et bien qu'on me l'ait déconseillé, j'aurais dû la remettre au biberon. Elle avait dû être sevrée bien trop tôt, et n'avait jamais connu le réconfort de l'allaitement maternel. De façon générale, nous pensons maintenant qu'en raison de son passé institutionnel, elle a souffert de carences affectives voire de délaissement, qui sont venus s'ajouter à la blessure de l'abandon. Nos premières sorties s'effectuèrent en poussette, ce qui était une sécurité pour moi, car Laure, visiblement peu habituée auparavant à quitter l'intérieur de sa maison, avait tendance à s'échapper dans la direction qui lui plaisait. Dans les années 1970 était survenu ce que certains ont appelé la révolution des poussettes, si l'on peut qualifier ainsi cette innovation du retournement de la poussette qui offrit dès lors une nouvelle vision du monde à nos chers bambins. C'est-à-dire qu'au lieu de faire face à l'adulte pousseur, l'enfant était désormais assis dans le sens de la marche, non plus tourné vers son ange gardien protecteur mais vers l'avant, vers l'inconnu. Bien loin de cette théorie du moment, nos diverses promenades me permirent de partager par les mots, avec ma petite fille, le spectacle qui s'offrait à nous de la nature ou de la ville. Je parlais beaucoup à Laure, qui avait tant de difficultés à apprendre sa langue maternelle. Elle était toute gentille, jusqu'au moment où je mettais de la nourriture dans sa bouche. Dans l'instant, ses yeux se remplissaient de larmes et elle gardait cette petite bouchée sous la langue sans la mâcher ni l'avaler pendant parfois des heures, jusqu'à ce que je la lui fasse cracher dans les toilettes. Je me sentais vaincue et frustrée. J'avoue que parfois je faisais couler de l'eau froide sur mes poignets pour me calmer. Quand je lui proposais enfin le dessert, elle le dévorait. Plus tard à la cantine de l'école, elle pouvait manger plus de 10 desserts jusqu'à s'en rendre malade, puis elle mendiait les desserts de ses camarades. Il m'a fallu attendre longtemps avant de pouvoir lui faire prendre un bain. J'ai commencé par remplir une grande bassine d'eau que j'ai mise dehors dans le jardin. Pendant des semaines elle a joué à côté de la bassine, toute joyeuse, elle éclaboussait partout, coassait, roucoulait, déroulait toute sa panoplie de bruit. On faisait naviguer des petits jouets en plastique dans son grand bassin jaune. Et puis un jour elle a plongé dans l'eau. Alors on l'a progressivement approchée de la baignoire, avec beaucoup de précautions. Finalement je pouvais lui faire prendre un bain une fois de temps en temps sans qu'elle fasse une scène. Mais ses peurs ne l'ont jamais totalement quittée. L'eau demeurait une menace pour elle, même si elle ne criait plus, Laure restait toute raide, pétrifiée et terrifiée. Le bain provoquait parfois de petits accidents comme une éclaboussure dans les yeux, ce qui la faisait paniquer et essayer de se sauver en hurlant, glisser dans la baignoire, boire la tasse et finalement la conforter dans ses croyances que l'eau était dangereuse pour elle. Les difficultés de notre petite fille à aimer et à se faire aimer. 1 an plus tard, nous étions enfin installés dans notre grand appartement. Après avoir délibérément ignoré mon mari, Laure le laissait maintenant la mettre au lit. De temps en temps. Mais elle ne semblait toujours pas disposée à lui faire des câlins. De son côté, à force d'être gardé à distance, Pierre s'était détaché. Je pense maintenant que lui-même, ne parvenant pas à apprivoiser Laure et n'ayant pas vraiment été encouragé à le faire, n'avait jamais eu l'occasion de l'aimer comme il l'aurait souhaité. Il ne la détestait pas non plus. Il était protecteur, gentil mais indifférent. Il était prêt à faire sa part du travail,
à l'emmener à la crèche puis plus tard à l'école ou à faire les courses. Mais il ne jouait pas avec elle et d'ailleurs, nous ne pouvions pas à proprement parler jouer avec elle car elle rendait cela impossible, en tout cas pour nous. Pour jouer, il me semble qu'il faut un intérêt commun. Quelque chose que l'on peut partager. J'ai depuis compris que lorsque l'on joue avec un enfant, l'intérêt partagé peut être un objet, une émotion ou une activité. Cela nous manquait, on communiquait difficilement avec elle. C'était comme si on n'était jamais sur la même longueur d'onde, ou comme si, métaphoriquement, elle chantait une chanson qui nous était inaccessible. La plupart du temps, je dois avouer que nous serrions les dents et essayions de l'empêcher de casser nos objets les plus précieux. Et ses affaires à elle aussi. Un jour, elle était sur son pot et avait encore en main une paire de ciseaux à bout rond. Nous avions fait du découpage, comme on lui en faisait faire à la crèche. Je me suis absentée un court instant pour passer un coup de fil, et à mon retour, ses vêtements étaient en charpie. Elle avait sûrement pensé que ce serait drôle de découper ses habits, et en moins d'une minute, elle s'était mise à le faire. Elle avait aussi trouvé des feutres oubliés depuis la sieste, et elle s'était mise à tout colorier. Le sol, le lit, les rideaux, les fenêtres, tout était devenu un immense kaléidoscope. 2 années passèrent. Désireuse de diversifier ma vie professionnelle, je décidai d'organiser de nouveaux ateliers de groupe car malheureusement un simple professeur de violoncelle gagne peu, et nous avions besoin d'un complément de revenus. Pendant que je travaillais avec mes élèves et leurs instruments, Laure participait au centre de loisirs tous les après-midi. Il était géré par 2 jeunes femmes bretonnes. Laure semblait apprécier ce centre de loisirs mais un incident récurrent m'avait frappé. Les jeunes femmes devaient faire attention parce que quand elles montraient des images d'animaux de ferme, ce qu'elles faisaient souvent parce que les enfants les appréciaient, Laure détestait particulièrement le cochon et se mettait à hurler dès qu'elle le voyait. Nous n'avons jamais compris pourquoi. À cause de sa forme et du grognement qu'elle s'amusait à imiter, ou à cause du fait qu'il soit gros et rose. Un mauvais souvenir ? Ces années à l'école maternelle furent marquées par les plaintes récurrentes de ses maîtresses au bord de la crise de nerfs. Elles nous suppliaient de ne pas la laisser dormir le week-end, et autant que nous le pouvions, de l'épuiser à la maison. Nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser dormir l'après-midi. Nous devons la faire marcher dans la cour de récréation, et la garder active. Vous voyez madame, m'exposait la maîtresse, j'ai 30 élèves dans ma classe. Je propose une activité et 29 enfants y adhèrent. Une seule, la vôtre, n'en fait qu'à sa tête et détruit tout sur son passage. Et le pire est que tous les autres enfants la suivent. Oh oui, ils adorent ça, ils adorent votre fille. C'est un leader. Mais ils s'épuisent et finissent par se battre. S'il vous plaît madame, essayez de la fatiguer, de l'épuiser autant que possible. Et c'était vrai que Laure était adulée des autres enfants. L'école maternelle était au coin de la rue, où nous habitions. Lorsque mon mari l'amenait à l'école le matin, je me mettais de temps en temps à la fenêtre de la cuisine, je l'ouvrais et j'écoutais. Et l'on entendait toujours monter une clameur quand Laure, la reine, entrait dans la cour de récréation. Acclamation qui se transformait en incantation, Laure, Laura, Laura. Je les entends encore. Elle était un peu plus calme, à certains moments, notamment lorsque nous étions invités. Mais elle gardait cette difficulté à aimer et à se faire aimer. Perdue dans le groupe des invités, elle errait comme une âme en peine jusqu'à ce qu'elle trouve un petit coin tranquille où elle s'installait et se tenait, raide comme un piquet, toute seule. On avait beau l'encourager et la cajoler, rien ne la décidait à nous rejoindre. De temps en temps cependant, s'il y avait une maman avec son bébé, Laure se glissait près d'elle, poussait le bébé et tentait de prendre sa place dans les bras de sa mère. Généralement, la mère était plutôt flattée, elle confiait son bébé à quelqu'un et prenait notre fille sur ses genoux. À la fin de la soirée, Laure revenait vers nous à contre-cœur comme si elle voulait dire « Je veux une vraie mère ». Elle n'acceptait que très rarement, voire jamais, de s'asseoir à côté de moi et de me faire des câlins, mais lorsque cela survenait, elle témoignait alors vigoureusement de son affection, à sa manière. Elle traversait aussi des crises de rejet absolu et incoercible. Cela survenait en général dans l'anonymat de la foule, notamment dans le bus. Par exemple, nous nous trouvions tranquillement assis jusqu'à ce qu'arrive le moment de descendre à notre station. Il fallait donc se lever pour sortir, et c'est alors que sa crise d'hystérie commençait.
Laure tremblait de colère et poussait des cris perçants en se sauvant comme si je voulais la battre. Elle cherchait refuge entre les jambes les plus proches et s'y agrippait. Bouche bée, les passagers abasourdis tentaient de comprendre ce qui se passait. La plupart du temps, nous manquions notre arrêt. Et aussi subitement qu'elle avait commencé, la crise s'arrêtait. Laure me redonnait la main en essuyant ses lèvres contre la manche de sa chemise. Et nous rentrions à la maison. Ces crises me lessivaient. Je trouvais de plus en plus d'excuses pour ne plus sortir avec elle, sauf lorsque j'avais quelqu'un pour m'aider, d'habitude mon mari ou une amie. Laure faisait également ce type de crise à l'école quand nous venions la chercher, moi ou son père ou un membre de la famille qu'elle aimait bien, notamment l'une de ses grand-mères. Mais à l'école, le directeur était ferme et savait comment la prendre. Il était suffisamment perspicace pour savoir que son comportement ne résultait pas forcément de violence parentale. Comme il arrive souvent, je suis tombée enceinte. Avec le recul, je pense qu'en réalité ce n'est pas l'adoption qui a déclenché ma grossesse mais plutôt le fait que mon mari n'avait plus eu de poussée de fièvre depuis plus d'1 an. Il avait contracté le paludisme lors d'un de ses nombreux voyages en Afrique. J'ai lu qu'une fièvre, même bénigne, peut modifier la qualité des spermatozoïdes pendant plusieurs mois. Quelque part j'étais tellement folle de joie que je pouvais à peine en parler. J'étais si heureuse. Mais d'un autre côté j'étais inquiète. Mon expérience de mère avec mon aîné était un peu comme celle d'un mauvais mariage. On entend parler d'amour et de tendresse, mais quand on n'a jamais réellement vécu cette passion, on a du mal à croire que c'est possible. J'envisageais même un temps d'avorter, parce que j'avais le sentiment que je ne pourrais pas m'en sortir avec de Laure. Mais mon bonheur se prit à grandir avec le bébé. Je me couchais sur la moquette de notre chambre, le soleil inondait la pièce et je plaçais mes mains sur mon ventre, là où ce petit être mystérieux se développait, afin de vérifier que je ne rêvais pas. Et je dois dire que je tremblais de bonheur quand je sentais la petite bosse bouger doucement. Au fur et à mesure que mon corps se transformait, les sentiments de Laure envers moi évoluaient eux aussi. Je devenais une vraie mère. Nous étions toutes les deux troublées par ma grossesse. Je me sentais presque coupable. Laure se sentait menacée. Ma seconde fille, Clara, vint au monde presque 3 ans après l'adoption de Laure. Au moment de l'accouchement, quand on me déposa cette petite boule chaude et encore toute gluante sur ma poitrine, j'eus l'impression de vivre un rêve. Cela ne pouvait pas être vrai, jusqu'à ce que quelques secondes après sa naissance, sa petite bouche se resserra avec énergie sur mon mamelon. J'ai passé son premier jour de vie à l'examiner comme j'avais vu faire des mamans gorilles avec leurs petits, dans un reportage. J'étais fascinée, j'observais sa bouche, ses yeux, ses doigts délicats. Avec quelque inquiétude, je remarquai que ses oreilles n'étaient pas symétriques. Une infirmière me sourit quand je lui demandai si ma fille était mal formée. Elle m'expliqua que tous les bébés avaient de menues imperfections, qui s'effaçaient progressivement dans les premières semaines de vie. Il n'y avait pas de chauffage à la clinique en ce jour d'octobre, et Clara dormit dans mes bras. Les jours ont passé, et des liens mère-fille se sont naturellement tissés. Des années après sa naissance, ce formidable cordon invisible qui fait que la mère comprend et aime sa fille et que celle-ci aime et comprend sa mère, est toujours présent. On se complète à merveille. Je donnerais volontiers ma vie pour elle. Elle a su se nourrir de tout ce qui l'entourait, et s'est épanouie comme une plante dont on s'occupe bien jour après jour, tout simplement. Ce n'était pas le cas de ma pauvre Laure. S'agissant des liens tissés entre nous, de temps en temps au début et plus rarement par la suite, un petit quelque chose se passait qui me rapprochait d'elle et me remplissait d'aise. J'allais me coucher le cœur en fête, et non dans l'état de désespoir qui plus tard devint mon quotidien. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.